exemple, moi, je suis dans la vie de tous les jours, je suis enseignante, directrice d'une école. Donc, vous voyez, rien à voir avec le nucléaire. Dans le groupe, il y a un représentant de l'Office du tourisme, on a une personne, enfin, des artisans, nous avons des retraités qui voilà, sont intéressés aussi par ces questions. Et donc, nous nous réunissons depuis maintenant 10 ans. Alors moi, ça fait presque 8 ans que j'ai intégré ce groupe sur, à chaque fois, des thèmes variés. Donc, comment transmettre le patrimoine du site d'un point de vue artistique, écrit. Enfin, il y a toutes les questions mémorielles qui se posent habituellement autour de sites patrimoniaux que nous, on essaye d'exploiter à ce site industriel qui a quand même cette particularité liée au nucléaire. Voilà, donc nous, on est vraiment un groupe, on va dire, extérieur quand même à Andra, même si l'initiative est d'Andra, mais c'est normal. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas Andra, on n'est pas là. Donc c'est sûr qu'on est quand même lié à eux. Mais en tout cas, on est un peu comme vous, quoi, des citoyens extérieurs à tout ça qui essayons de réfléchir à notre territoire. Et aussi, je précise que la plupart des gens qui font partie de ce groupe sont quand même des personnes du pays, quoi, en quelque sorte. Moi, je suis une enfant du pays. J'ai grandi pas très loin de Bure. Et j'ai entendu parler de ça toute mon enfance, hein, parce que je suis jeune, j'ai 33 ans. Donc moi, j'ai toujours entendu le site, Andra, le nucléaire, et j'ai toujours été attirée par ça, par qu'est-ce qui allait se passer là-bas. Donc c'est comme ça, la plupart, que nous avons intégré le groupe Mémoire. Et donc, tout à l'heure, je pense que ce sera beaucoup plus facile, quand on sera ensemble, en petit groupe, de vous expliquer clairement ce qu'on y fait, parce que là, sinon, ça serait très long. Les projets qu'on a déjà mis en place, en 10 ans de temps, il y a déjà des choses qui ont pris forme. Et puis, aussi, je précise que donc, on est un groupe mémoire donc, autour de Bure, du site Andra de Bure, celui que vous avez apparemment visité hier, si j'ai bien compris. C'est ça. Mais il en existe d'autres en France, hein, et donc on interagit avec eux. Et puis il en existe aussi d'autres dans le monde, puisqu'il y a quelques années, il y a eu une grande conférence à Verdun qui réunissait des groupes mémoire comme nous de citoyens, mais aussi des scientifiques, des gens qui faisaient des thèses sur le sujet de la mémoire, mais liés à des sites de stockage de déchets radioactifs, alors plus ou moins avec des longues ou moyennes vies, tout ça, enfin bon, sans rentrer dans les détails. Et donc, des scientifiques du monde entier étaient présents et on a pu aussi discuter de ces questions de mémoire qui sont quand même passionnantes. Et pour finir aussi, donc voilà, souvent il y a un lien avec on est un enfant du pays ou pas enfant du pays, parce que je fais partie des juniors, on va dire, du groupe Mémoire. 33 ans, je suis la plus jeune, je crois, de l'équipe. Ou voilà, des gens qui habitent sur le site. Et puis souvent, on a quand même un attrait pour l'histoire en général et le patrimoine, quoi. Merci beaucoup, ça donne très envie, je pense, de vous rencontrer. C'est un sujet qui a été beaucoup soulevé par les citoyens, cette question de la mémoire. Donc, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Du coup, oui, attendez. Voilà. Attendez, hop. Voilà, comme ça, je vous les implique. Merci beaucoup. À vous, monsieur. Bonjour, je m'appelle Antoine Lecomte. Dans le civil, je suis retraité et je préside l'association Énergique 52-55 qui regroupe des entreprises haut-marnaises et meusiennes travaillant sur le sujet de CIGEO. Il y a à peu près 120 entreprises représentant 4500 salariés. Je suis venu avec deux membres de l'équipe Énergique. Florence vous expliquera le pourquoi d'Énergique après. Je vais lui laisser, je ne vais pas tout dire, je vais lui laisser un peu de grain à moudre. Donc moi, je suis là pour répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir sur le sujet que nous connaissons évidemment. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Florence Hutin-Aubara. Je dirige la structure Énergique depuis 12 ans. Énergique, comme l'a dit Antoine, c'est une association qui a été en fait créée en 2007 suite à la loi de programme 2006 qui prévoit un accompagnement économique d'EDF, d'Orano, du CEA dans le cadre de l'implantation du laboratoire de l'Andra. Voilà. À l'initiative de 4 industriels, meusiens et haut-marnais, ils sont réunis à l'époque et ils se sont dit, avec quelques politiques et quelques pouvoirs publics, on va essayer de mettre en place
comme il y a un accompagnement économique, une spirale économique autour des acteurs locaux, autour des entreprises locales. Et le but, leur mission, ce serait de travailler avec ces grands donneurs d'ordre du domaine de l'énergie. Voilà. Énergique, ST 5255, c'est le nom. Donc énergique, pourquoi? Parce qu'énergique se positionne uniquement sur les domaines de l'énergie, quel que soit le secteur de l'énergie, que ce soit le thermique, l'hydraulique, le nucléaire ou le renouvelable. Voilà. ST pour sous-traitance. Une grande majorité d'entreprises de Meuse et Haute-Marne sont des structures sous-traitantes du domaine de la métallurgie, de la mécanique et peuvent répondre à tous ces donneurs d'ordre. Et 52-55, 52 pour le département de la Haute-Marne et 55 pour la Meuse. Voilà. Donc, comme l'a dit Antoine, Énergique regroupe 4500 emplois locaux. Condition sine qua non pour adhérer, avoir une entité en Meuse et en Haute-Marne. On considère que on veut préserver les entreprises locales, pérenniser les emplois et essayer d'aider les boîtes locales à monter en compétences dans ce but-là. La typologie des adhérents, c'est essentiellement il y a 35% du domaine, comme je l'ai dit, de la mécanique, 35% du domaine du BTP et 30% qui adhèrent pour, je dirais, le service qu'ils peuvent apporter les uns avec les autres. Alors nous, on est une association très opérationnelle, c'est-à-dire qu'on travaille conjointement avec EDF, Orano, CEA et même l'Andra, où on a des accords de partenariat et des plans d'action à l'année avec des rencontres à destination de ces adhérents. Donc, on organise avec eux conjointement des journées de rencontres B2B. On les aide à monter en compétences, on les aide à se former, à répondre au marché public et un certain nombre de choses. On participe à des salons pour essayer de faire la promotion de ces adhérents et de ces entreprises locales. Merci. Donc Merci. Voilà. Non, je vous laisse finir. C'était vraiment pas pour vous interrompre, mais comme vous allez avoir l'occasion vraiment de détailler ça beaucoup plus. Et juste, merci beaucoup en tout cas, Madame Hutin-Aubara. Juste une question, est-ce que Monsieur Martin nous rejoint ce matin? Bah oui, je suis bête. Je vous ai vu. À vous, Monsieur Martin. Mais je ne sais pas ce que vous allez encore pouvoir rajouter après tout ce que la directrice a dit. Bien, bonjour à toutes et à tous. Oui. Je vais être très très bref puisque mon président et ma directrice ont largement présenté Énergique, donc Stéphane Martin, chargé de mission au sein de l'association. Donc j'ai rejoint Énergique au mois de novembre l'année dernière, donc je suis le petit jeune ou le petit nouveau au sein d'Énergique, même si je connaissais très bien la structure. J'ai à la fois la double casquette d'habitant du territoire, donc citoyen également, enfant du pays, pour reprendre l'expression. Ancien élu local, puisque j'étais pendant 3 mandats élu d'une commune, président d'une intercommunalité qui accueille le site de Bure. Donc j'ai ce double regard à la fois de politique locale et de citoyen du territoire. Donc, lorsque la proposition m'a été faite de rejoindre l'association, je n'ai pas hésité et j'ai dit oui tout de suite. J'ai toujours eu une position très très claire par rapport à Bure. Les déchets nucléaires sont une réalité, ils existent. Il faut naturellement trouver une solution pour la gestion durable des déchets. Et donc, j'avais cette connaissance à la fois de l'Andra, des institutionnels, et également du monde économique meusien et haut-marnais, du fait de mon passé. Donc aujourd'hui, ça facilite aussi les relations entre les entreprises et les grands donneurs d'ordre et l'association énergique. Voilà pour la courte présentation, et puis on aura l'occasion d'échanger ensuite plus en détail. Un grand merci, Monsieur Martin. Et attendez, ne bougez pas. On se connaît, pardon. Bonjour. Je m'appelle donc Jean-Luc Gaillardin. Je suis élu de la commune de Dame-Marie-sur-Saulx. Alors Dame-Marie-sur-Saulx, c'est un petit bled de 400 habitants qui se trouve à une douzaine de kilomètres à vol d'oiseau de Bure.
Il se trouve que pour des motifs professionnels, je connais ce dossier depuis sa création. C'est-à-dire que l'avantage d'être un vieux con, c'est d'avoir effectivement une expérience et une ancienneté, une connaissance. Donc moi, je suis ce dossier depuis sa naissance, c'est-à-dire depuis que le département de la Meuse, au départ, la Haute-Marne ensuite, parmi tous les départements qui avaient été approchés en France, a dit oui. Et donc, je serais peut-être aussi un peu le candide de l'histoire, c'est-à-dire qu'ayant suivi ce dossier depuis l'origine, très clairement n'étant à l'heure actuelle ni pour ni contre, je n'en sais rien. J'attends la fin du scénario pour me déterminer, mais quand même directement intéressé, puisqu'il se trouve que je connais ce dossier et que j'habite aussi pas très loin de Bure. Donc, lorsque en retraite, j'ai été élu au conseil municipal de ma commune, c'est assez naturellement que j'ai souhaité représenter cette commune au sein du CLIS, qui m'a gentiment accueilli. Voilà. Merci. Attendez, ne bougez pas. Pardon. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Denis Stolf, vice-président du CLIS. Alors, juste un petit peu pour l'historique, ça doit faire une quinzaine d'années que je suis au CLIS. J'ai été 5 ans vice-président, j'ai été 5 ans président du CLIS. Et il se trouve, pour la petite histoire, que le président du CLIS doit être un élu qui est nommé, il n'est pas élu, qui est nommé par les présidents des départements de la Meuse et de la Haute-Marne. Et j'estime qu'après 25 années, entre guillemets, de bons et loyaux services, j'ai décidé de ne pas me représenter au municipal en 2020. Et donc voilà, donc je suis repassé membre du CLIS et dernièrement, j'ai été réélu à nouveau vice-président. Donc c'est une continuité. J'étais maire d'une commune de la commune de Trévray, environ 700 habitants, qui est également à 10 km 800 de Bure. Très important, les 800 mètres. Vous avez peut-être déjà entendu parler depuis hier. Vous avez des retombées financières qui sont directes dans les communes qui sont à l'intérieur des 10 km. Si vous êtes seulement 100 mètres au-delà, vous ne touchez rien. Ça m'a facilité la tâche, si vous voulez, en tant que vice-président, président. On ne pouvait pas me reprocher d'avoir été acheté par l'Andra, parce que c'est directement l'Andra. Là, on ne parle plus des producteurs de déchets nucléaires. Alors que le CLIS, mais Benoît a dû vous en parler hier, les financements du CLIS sont plutôt par les producteurs de déchets, une partie, bien sûr, moitié d'ailleurs, par le gouvernement et l'autre moitié par les producteurs de déchets. Donc voilà, on aura l'occasion de rediscuter tout à l'heure. Merci. Juste pour vous demander si tout va bien depuis hier, Monsieur Jacquet. Oh oui, un peu fatigué, mais ça va, à peu de choses près. Voilà, Benoît Jacquet, secrétaire général du CLIS. J'en dis pas plus. Non, si, peut-être simplement pour réagir un peu à ce qu'a dit Jean-Luc Gaillardin. Hier, j'en ai parlé, mais pas quand j'avais le micro, bref. Le CLIS, c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est que on a certainement des gens pour. Généralement, ils sont plutôt discrets. On a des opposants affirmés et qui se présentent comme tels. Et puis, on a surtout une grande majorité de membres, comme Jean-Luc Gaillardin, qui se posent des questions, qui n'ont pas de position tranchée sur le projet et qui, justement, via le CLIS, essayent d'obtenir le maximum d'informations pour se faire une idée. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de vous être prêté à cet exercice d'essayer de croiser de manière informelle ce que vous avez entendu des différents intervenants, histoire de leur adresser encore quelques dernières questions. Donc, je vous propose qu'on ouvre une... Il manque quelques citoyens, mais ils sont en train d'arriver. Je propose qu'on ouvre une dernière séquence d'une quarantaine de minutes d'échange avec vous à partir de questions qui auront germé dans l'esprit des participants, vous avez entendu, ou justement n'ayant pas eu forcément le plaisir de vous entendre tous. Donc, vous voyez qu'ils auront des questions en suspens. Et je vous demanderai juste un point très, très pratique, mais pour la captation vidéo, je vous demanderai juste si vous pouvez, quand vous prendrez la parole, vous lever, parce que ça sera plus facile pour Adonis, qui est là-bas avec sa caméra.
Alors, est-ce que l'une ou l'un d'entre vous veut commencer à adresser des questions à nos intervenants? Ou des remarques, des commentaires? Super. Merci Gaëlle. Il faut bien quelqu'un qui commence. Voilà, donc moi j'étais dans le groupe mémoire, hein, donc c'était très intéressant et vraiment, donc il y aura peut-être des questions. J'ai rencontré des citoyens, enfin des collègues qui m'ont un petit peu dit le groupe où ils étaient, donc à l'extérieur, on a un peu échangé. Et moi je suis un peu, je me questionne en fait sur tout ce qui est sécurité. Enfin, je ne suis pas pour la sécurité à l'extrême. Mais ils nous ont dit qu'il y avait beaucoup de problèmes apparemment sur les riverains, sur des gens qui sont agressés physiquement, verbalement, les gens qui habitent dans le coin, les agriculteurs, les élus, hein, dont vous faites partie. Voilà, c'est quand même un truc un peu problématique. Et beaucoup de gendarmes apparemment autour du site. Voilà, est-ce que tout ça ne fait pas un peu peur à la population ? Et du coup, on nous a aussi un petit peu dit qu'il y avait 10% de gens qui sont a priori pour ou 10% qui sont contre. Et les autres, ils ne s'expriment pas, en fait. Donc, ils ne s'intéressent pas forcément au projet. Et peut-être qu'ils ont cette appréhension, en fait, de tout ce qui est cette sécurité autour du site. Et que plus il y a de la sécurité, plus on s'inquiète. Hein. Enfin, moi, plus je vois de policiers, de gendarmes, etc., plus je suis inquiète. Donc, peut-être que la population ici a du mal à s'intéresser à ce projet parce qu'il y a beaucoup de sécurité et de la violence. Enfin, voilà, c'est un peu flou dans ma tête, c'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça. Et voilà, j'ai appris qu'on avait une voiture qui suivait le bus hier, ça m'a fait très bizarre. Ça, je l'ai appris à l'instant, je n'avais pas vu qu'on avait une voiture qui suivait le bus hier. Et franchement, ça m'a scotché. Voilà. Merci. En tout cas, c'est pas tant, si je comprends bien, Gaëlle, une question que une interrogation sur ce climat, est-ce que ça produit sur les gens, et voilà, avoir un peu l'avis des acteurs locaux là-dessus. Attendez, on prend une deuxième question, et puis après, vous aurez le droit de tous répondre, voilà, parce que vous avez peut-être des sentiments différents sur cette question-là, des points de vue différents. Je sais pas si c'est une question, mais est-ce qu'il y a une deuxième question ou remarque? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette escorte? Alors Pascal va quelque répondre. chose de public ou est-ce que Pascal est derrière, il va répondre sur l'escorte, parce que je pense que c'est à Landra de répondre, et puis ensuite peut-être sur cette question de sécurité, on entendra nos intervenants. Il n'y avait pas de voiture derrière, il y avait une voiture devant. D'accord, c'était le 4x4. Bah, c'est un peu nos procédures. C'est vrai qu'il y a pas mal de violences physiques sur ce territoire. Donc voilà, nous, on a souhaité qu'il y ait quelqu'un qui soit devant le bus au cas où il y a des blocages. Bah, c'est des entreprises qui font la sécurité du site, en fait. Ouais. Voilà. Non. Non, ils ne sont pas armés. Non. Dans le je ne sais pas, ça, dans le Grand Sac, je n'ai pas vu qu'il y ait le Grand Sac. Mais bon, c'est des procédures qui sont assez classiques quand il y a des réunions publiques. On a été victime, quand même, Landra, de pas mal d'agressions, de pas mal de violences. Donc voilà, c'est une petite précaution. Et c'est pas du tout caché, vous l'avez vu, les gars, ils étaient devant nous. Moi, j'y ai pas pensé, mais enfin, vous serez quand même témoin que c'était pas du tout caché. Les gars, ils étaient là, ils étaient devant. Vous me posez la question, je vous réponds. C'est des procédures qui sont assez classiques dans tout ce qui se passe. Ah ben, c'est très surprenant pour nous aussi. Hein. Vous savez, moi, j'ai pas l'habitude de travailler dans de telles conditions aussi. Hein, mais c'est, il y a eu. Dans ce type de procédure, c'est assez classique. Voilà, c'est pour. Moi, je sais que j'ai travaillé, par exemple, quand il y avait les inventaires environnementaux, c'était très étrange pour nous aussi, on n'avait pas l'habitude. Effectivement, on avait des gardes du corps qui venaient parce qu'il y avait vraiment des risques d'agression. Donc, c'est un peu particulier, ça, je vous le concède, et c'est inhabituel. Voilà. Mais c'est un peu la vie d'un projet qui fait face à des oppositions malheureusement violentes parfois.
Ça va, ça va pas me mordre. Bon. Non, je voudrais juste dire un mot sur cette question parce que on se la pose nous aussi dans les concertations. C'est un des très rares cas dans nos concertations où, quand on fait certaines réunions publiques, il y a des mesures de protection, tout simplement. Et pour donner un exemple, quand on a fait le débat public sur le plan national de gestion en 2019, on avait, nous, volontairement voulu faire une réunion à Bar-le-Duc sur des alternatives au stockage géologique profond, donc on est en plein dans le sujet, hein, parce qu'on considérait que la question n'était pas close, il fallait vraiment qu'on la pose, et on n'allait pas la poser à Marseille, il fallait qu'on vienne au plus près de Cigéo, donc on a fait à Bar-le-Duc, et la réunion s'est faite, nous-mêmes on nous avait conseillé, pour éviter que la commission particulière du débat public puisse éventuellement avoir un problème, c'est la seule fois où on a dormi à Nancy. Moi, quand je viens, d'habitude, hein, pour des concertations, je dors sur le site, ce qui est normal, hein, quand on vient tout seul. Mais par contre, quand on est en groupe, là, il y a une conférence de citoyens, nous, c'était le débat public, il y a quand même quelques mesures de précaution. Et donc, on a dormi à Nancy, on avait une escorte extrêmement discrète. Et lors de la réunion publique, par contre, nous avions effectivement dit aux autorités des forces de l'ordre, au préfet, etc., qu'il n'était pas question qu'il y ait une intervention, s'il y avait quoi que ce soit en termes de manifestation, comment on peut dire, de tension dans la tenue de la réunion. C'était notre boulot de le gérer, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Je pense que les gens qui sont dans la salle, notamment parmi vos invités qui étaient à peu près tous là ce jour-là, la réunion a été sportive. Mais on le savait, puis c'était normal, hein, c'est le jeu de la concertation, et il n'était pas question que les forces de l'ordre rentrent au motif que c'était chahuté, que c'était le bazar, quoi. C'était pas le problème. Mais c'est vrai que de temps en temps, dans certaines concertations, je termine là-dessus, dans certaines concertations, on est obligé de tenir compte d'un facteur, d'un minimum de sécurité pour assurer les choses. Ce qui, par contre, est important, d'une certaine manière, c'est que vous ne vous en rendiez pas compte. Parce que ce qui serait plus inquiétant, c'est si vous étiez confronté à des manifestations de violence et où vous pourriez, à bon droit, dire vous auriez quand même pu les prévoir parce qu'on n'est pas là pour ça, quoi. Voilà. Mais c'est juste pour dire que c'est à la fois très particulier, c'est déroutant, ça amène à bien se poser la question de savoir dans quel cadre ça se fait et comment on réagit. Mais voilà. Donc je voulais juste dire, il ne faut pas penser que c'est quelque chose de tout à fait spécifique à votre conférence. Voilà. Merci beaucoup. Alors, racontez-nous, Monsieur Martin, comment ça se vit sur le territoire et comment ça produit des effets aussi, la violence, la présence des forces de l'ordre, finalement tout ça, ça crée un climat très particulier. Ça crée effectivement un climat très particulier. Je vais parler également au nom de mon collègue Denis Stolf, qui était maire. On était collègues élus à 15 km l'un de l'autre, et on a tous les deux subi la même chose. Moi, je me suis réveillé un matin où j'avais la façade de la maison qui était entièrement taguée. J'avais un tas de fumier, je vous laisse imaginer la comparaison, devant ma maison. Alors, effectivement, le tas de fumier à la campagne, c'est quelque chose de courant, mais le symbole était assez fort. Et j'ai montré d'ailleurs les photos aux membres du groupe auquel j'ai participé. Donc, ma maison taguée, l'agence bancaire de la commune sur lequel il y avait écrit mon nom, en gros, avec collabo, naturellement, il y a une position très claire par rapport à l'Andra. Donc, les opposants s'en étaient donnés à cœur joie. Je sais que Denis, face à de la maison taguée, un collègue élu qui, lui, un matin, a retrouvé les 4 pneus de sa voiture crevés, et ce, à plusieurs reprises. La présence des forces de l'ordre sur le territoire, elle fait suite aux événements qui ont eu lieu en juin 2017 de mémoire, lorsque les opposants tentaient de mettre le feu à l'hôtel-restaurant qui est situé juste face à Bure. Et 2017, pour la première fois, le gouvernement réagit en mettant en place un escadron de gendarmerie mobile en permanence sur le site à Bure. Alors, c'est 80 gendarmes qui sont présents en permanence à Bure. C'est 3 véhicules de gendarmerie qui circulent du matin au soir, du soir au matin, sur les routes meusiennes et aumarnaises. Alors, ça crée une gêne. Ça a été évoqué à la table, effectivement, les petites routes de campagne, on n'est pas forcément à 80, on roule un peu plus vite. Et donc,
ça peut effectivement générer des nuisances pour les habitants. Mais inversement, ça peut aussi être rassurant d'avoir des gendarmes qui sont là en permanence. Alors, on n'empêche pas les cambriolages, mais je pense qu'on doit avoir un taux de délinquance qui est nettement inférieur à la moyenne nationale, parce qu'effectivement, 80 gendarmes sur un si petit territoire, ça dissuade un certain nombre de... Ah, on est un peu plus que 80. On est un peu plus que 80. Effectivement, commune de Bure, à peu près 80 habitants, donc un par habitant. Mandres, ils sont 200, donc ça fait 1 pour 2. Et Saudron, 45 habitants, ça fait 2 gendarmes par habitant. Trêve de plaisanterie, effectivement, ça rassure quand même les populations. Ça a été évoqué en aparté. À l'inverse, on est tous surveillés sur le territoire, effectivement. Les gendarmes connaissent les plaques d'immatriculation, connaissent les véhicules. Donc, je ne vais pas dire que c'est une atteinte aux libertés, mais il y a une surveillance qui est sans doute plus importante qu'ailleurs. Effet inverse, et je vais laisser la parole, même s'il ne veut pas parler, à Antoine Lecomte, donc président d'Énergique, chef d'entreprise, qui va, lui, vous raconter l'expérience qu'il a vécue lorsqu'il est intervenu au Bois-le-Jus. Oui. Cet été-là, on était missionné par l'Andra pour installer des murs qui clôturaient le fameux Bois-le-Jus qui avait été squatté par les opposants. Donc après l'évacuation des opposants, l'Andra a décidé de le clôturer. Nous étions 3 entreprises à travailler sous protection de la gendarmerie. Cet été-là, je ne sais pas pourquoi, la préfecture a décidé de retirer les gendarmes. En une journée, notre travail a été ruiné, massacré, notre matériel dégradé, et la nuit, nos sièges sociaux attaqués. Je peux vous dire que quand je vois les gendarmes, madame, je suis inquiet aussi, mais pas par leur présence, par les raisons pour lesquelles ils sont là. Hein. Ça a été d'une violence que vous n'imaginez pas. Jusqu'à nos sièges sociaux. Et très peu de temps après, il y a eu une manifestation dans Bar-le-Duc, où là, c'est la ville qui a été détériorée profondément, puisqu'on a beaucoup de constructions en pierre, et les taxes sur la pierre, c'est très très difficile à enlever sans séquelles pour la construction. C'était horrible. Et moi, je trouve que les gendarmes, il n'a presque pas assez. D'ailleurs, très prochainement, l'Andra va construire une gendarmerie pour héberger les gendarmes, et je trouve que c'est une très bonne chose. Juste, moi, je voudrais compléter également. Maire de Gombrecourt, on a un petit supermarché, et je l'ai expliqué, petit supermarché Carrefour, qui est géré par un indépendant, donc c'est son entreprise. Et parmi les opposants, on a une frange qui est vraiment radicalisée, et donc Gombrecourt est la commune la plus proche, que ce soit de Mandres, de Bure, et donc ces opposants venaient régulièrement à Carrefour faire leurs courses, mais faire leurs courses sans payer. Parce que en haut du magasin, c'est l'enseigne Carrefour. Pour les opposants anticapitalistes, altermondialistes, Carrefour, c'est une multinationale, sans penser que c'était un petit commerçant indépendant qui était à la tête du magasin. Et donc, chaque jour, un petit groupe d'opposants qui venaient au magasin, qui se servaient, qui repartaient sans payer. Et oui. Et oui. Quand on est contre le système capitaliste, on ne paye pas. On ne paye pas. On va servir parce que votre bien, c'est également le mien. Donc on partage tout. Et donc des centaines d'euros perdus pour ce commerçant, c'est arrivé à une situation où la gérante du magasin s'est retrouvée en dépression. Et par chance, parmi les 3 véhicules de gendarmerie qui tournent, on en avait un en permanence qui était prêt à intervenir pour sécuriser le magasin. Voilà aussi le visage des opposants. Merci. En tout cas, le visage de la frange la plus radicale des opposants. Je me permettais de remettre un tout petit peu... Enfin, mais j'entends, c'est aussi intéressant parce que je pense que nous qui vivons dans d'autres territoires, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça veut dire vivre sur ces territoires. Et je vais vous donner la parole un instant, il y a Bernard qui a demandé à réagir aussi. Et moi, je vous appelle juste aussi peut-être à considérer l'autre partie de la question de Gaël, ou en tout cas de ton commentaire, qui était autour de, finalement, est-ce que ce climat ne rend pas muet une grande partie de la population qui n'est pas forcément intéressée, mais qui a peur finalement de s'exprimer pour ou contre. Hein, d'ailleurs, je pense qu'on peut imaginer qu'il y a des pressions imaginaires ou réelles dans les deux directions. Donc ça serait peut-être intéressant que vous puissiez réagir là-dessus. Mais avant, oui, Tiffany, pardon, puis Bernard, après, pour une question. Oui, alors moi, je voulais réagir. Je ne connaissais pas tout ce que j'ai entendu là.
Donc, il y a des choses qui m'interpellent. Le bois le jus, j'avais déjà bien entendu parler, parce que ça nous a bien occupé l'esprit. C'était en été, hein, voilà. Et voilà. Et en fait, quand voyez ce dont on parlait tout à l'heure. Ah, d'accord. C'est pour ça que vous vous leviez. D'accord, je comprends mieux. Oui. Donc, ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est vraiment, du coup, ça rend muet le débat. L'expression est très bonne. Parce que, par exemple, nous, dans le groupe Mémoire, tout ça, en fin de compte, on aimerait bien ne pas l'avoir en tête et vraiment réfléchir à cette transmission et plus du tout être dans des débats qui me semblent un peu dépassés, mais avec des opposants hyper actifs à qui on n'a rien demandé parce que on est, même si le nucléaire concerne la France entière, et c'est pour ça que c'est super de demander l'avis à des gens qui viennent de Bretagne, du Sud. Enfin, je trouve ça super. Et là, quand même, vous avez quand même une grosse mission, je crois, aujourd'hui. Moi, enfant du pays, je me dis, si on reste bloqué sur ça, quand on entend des trucs comme ça, déjà, ça me fait mal au cœur pour mon territoire parce que j'ai l'impression que là, on est en train de dire c'est un lieu, zone de guerre. Pas du tout. Mais quand même, il y a eu ces actions-là, il ne faut pas les oublier. Et n'empêche que ça ne motive pas les jeunes ou les anciens à venir voir ce que nous, on fait dans notre groupe Mémoire. Parce qu'il y a tout ce processus sécuritaire qui peut effrayer, je pense, aussi, qui du coup on se dit, oh là là, s'il y a tout ça, il y a plein de gendarmes partout, pour rentrer en drap, il faut donner sa pièce d'identité, c'est qu'il s'y passe un truc. Mais non, il s'y passe que des choses légales, des choses décidées par des personnes responsables, à qui on a demandé des avis à des scientifiques. Enfin, voilà, moi, je ne connais pas non plus tout le processus quand on légifère en France, mais on ne fait pas des lois comme ça. On est en démocratie, dans une république. Enfin, voilà, on va en passer tous, on est tous d'accord sur ça, puisqu'on est tous citoyens. Et je veux vraiment lancer cette information de dire que aujourd'hui, la mémoire, elle est très importante. La transmission de ce site à la génération d'après, hein, comme j'ai dit, on ne va pas réfléchir à 5000 ans parce que sinon, là, on va se perdre. Mais au moins, passer le relais aux futurs citoyens du territoire, aux jeunes, aux anciens. Et ça serait quelque chose vraiment à noter, qu'on dépasse tout ça, ces questions qui font un peu peur à la population, pour qu'on ait un plus grand groupe à réfléchir sur ce sujet de la transmission de la mémoire de ces déchets qui seront un jour présents sous nos pieds et que soit on fait le choix d'oublier ou pas oublier, peu importe, mais en tout cas, il faut en parler. Justement, comment rassurer la population pour qu'ils s'intéressent à ce projet ? Comment rassurer la population pour que les citoyens de la région s'intéressent à ce projet qui les concerne directement ? Comment les rassurer par rapport à tout ça ? Qui veut... Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle inquiète la population ? S'il y a 80% de la population qui ne s'y intéresse pas ou qui ont peut-être des peurs... C'est pas pour ça qu'elle est inquiète, désintéressée. Mais est-ce qu'on le sait ? Pourquoi ils ne s'y intéressent pas ? Est-ce qu'ils sont... Vous avez dit la population inquiète, je vous demande pourquoi. Je ne sais pas. Est-ce que vous savez pourquoi tous ces gens ne s'y intéressent pas ? Parce qu'ils n'ont pas envie de s'y intéresser. C'est pour ça qu'ils sont inquiets. On peut prendre la question de Bernard et après on peut passer le micro chez vous. Ok. Moi, je voudrais revenir sur une information qui nous a été donnée concernant le bois le jus. Bon, effectivement, il y a eu des dégâts. Bon, moi, je veux bien me lever. Donc, effectivement, oui, comme vous dites, ça a été violent sur le bois le jus. Mais de mes informations, vous avez été envoyé sur ce chantier alors que l'Andra n'avait pas l'autorisation de le faire. Il n'avait pas l'autorisation de déboiser. Et en plus, il était en période de non-déboisement, puisque maintenant, nous avons des périodes pour déboiser. Et en plus, si mes informations sont bonnes, l'Andra n'était pas encore propriétaire total de ce bois, puisqu'il y avait un échange avec la commune de Mandres. Échange qui n'était pas encore entériné, puisqu'il y avait des problèmes dans les délibérations municipales sur ce sujet-là. Donc, en fait, si je résume un peu le truc, j'ai presque envie de dire, l'Andra vous a envoyé au casse-pipe, puisqu'elle n'avait pas les autorisations de faire ces travaux-là. Alors, pour les autorisations, les élus vous répondront sans doute mieux que moi. Nous, on avait un contrat avec l'Andra, on a honoré notre contrat. Mais dans ce contrat-là, il y avait quand même la protection de la gendarmerie.
Donc on a travaillé sous protection de la gendarmerie jusqu'à ce jour où la préfecture a décidé de retirer les gendarmes. Ouais. Moi, j'en sais rien, mais en tant qu'entrepreneur, ce n'était pas mon problème. J'ai un contrat, je sers mon client. Je ne suis pas là pour vérifier. Ouais. Et c'est pour ça que je vous dis que les élus vous répondront mieux que moi sur les autorisations. On peut également se poser la question, est-ce que les opposants avaient l'autorisation d'aller s'installer dans le bois de jus? On peut peut-être aussi prendre le problème à l'envers. Ah ben. Il était public. Non. Et même un bien public, vous n'avez pas le droit de vous approprier un bien public. Alors, rapidement, je ne suis pas élu, mais effectivement, l'Andra n'avait pas les autorisations pour déboiser et pas non plus pour faire un mur autour. Ce n'est pas de votre faute, hein, vous y êtes pour rien. Ça ne justifie pas non plus les actions violentes ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que là, il y a eu quand même, de la part de l'Andra, quelque chose d'assez répréhensible pour le moins. D'ailleurs, ils ont été condamnés par le tribunal pour remettre en état ensuite les lieux. Bon, on ne va pas passer toute la journée sur le bois-le-jus, ou dans le bois-le-jus, qui est un bois très agréable si vous voulez vous y installer. Enfin, oui, j'y suis rentré quand même une fois, moi. Mais j'y suis pas resté pour dormir. Non, je revenais sur l'idée ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la crainte. Je ne sais pas effectivement moi non plus si la population est effrayée. Je pense qu'il y a des moments où ça peut être le cas quand il y a des manifestations qui peuvent mal tourner. Et pour nous, le CLIS, c'est souvent un problème ces périodes parce qu'on n'est plus très audible finalement. Soit on a l'Andra qui dit on est agressé, etc., bon, ce qui est vrai, et puis soit on a les opposants qui ont des manifestations très violentes et qui sont souvent très médiatisées finalement. Et nous, on est au milieu, et alors là, on n'existe pas trop. Et c'est compliqué à partir de là de revenir ensuite auprès de la population. Mais on ne peut pas dire non plus que la population ne s'y intéresse pas. Parce que justement, nous, CLIS, on organise régulièrement des réunions dans les communes. Enfin, on organisait, hein, puisque depuis quelques temps, c'est pas facile. Et c'est là qu'on se rend compte, quand on parle du projet, à partir du moment où le projet est devenu plus précis, hein, qu'on leur montre en gros où l'Andra envisage de mettre ses installations, par où passeraient éventuellement les convois, que ce soit par la route ou par le rail. Et bien là, on se rend compte que les gens, parce qu'ils voient un impact dans leur vie quotidienne, et pas un impact à 1000 ans, hein, un impact demain, quoi, si jamais le projet est autorisé. Et bien là, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de questions. Mais il faut aller les voir, parce que eux ne viendront pas, ils ne font pas la démarche. Si vous permettez de m'exprimer également, donc une des préoccupations de la population, c'est pas tellement, enfin ça peut être le côté nucléaire, mais assez peu. Le vrai problème également, c'est quand on va construire ce CIGEO, le labo, il va y avoir quantité de poids lourds qui vont défiler dans toute la région. Et ça inquiète les gens, beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être, parce que le temps file, et donc on a promis de libérer notamment à Écart, donc on va essayer de vous libérer à Écart. Si on dépasse, ça sera avec votre consentement absolu. Mais c'est intéressant cette question de la sécurité et de ce qu'on me dirait, parce que du coup, donc, quand on vous entend, vous n'êtes pas forcément tous alignés sur la manière de voir les choses. L'idée, c'est pas que vous soyez convaincus, parce que vous entendiez effectivement des points de vue assez différents s'exprimer sur ce sujet. Mais je trouve que ça renvoie beaucoup à la question qui vous est posée, vous, dans votre mandat, qui est comment, finalement, on assure, quelle serait finalement la manière d'assurer une confiance dans la conduite de ce projet de la FIPIL, un démarrage prudent et réversible du projet CIGEO. Et je trouve que cette question, au-delà de la question des explosions de violence ou des appréhensions qu'on peut avoir de part et d'autre et de ce que ça peut générer, c'est aussi cette question de comment on retrouve le moyen, et vous verrez ça peut-être aussi en discutant avec Marilyn Maud cet après-midi et Michel Badré, de débattre sereinement sans être d'accord sur tout. Et je pense que c'est quand même des sujets qui sont aussi au cœur de vos préoccupations les uns et les autres. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques, commentaires ou questions? Oui, Mathéo. Avez-vous des attentes particulières envers nous? Vous voulez réagir, Stéphanie? Oui. De faire parler du groupe Mémoire, parce que
Je crois que même... alors, c'est vrai que vous avez raison, les gens s'y intéressent quand même, les élus s'y intéressent à ce qui se passe, mais moi, le groupe Mémoire, pour le coup, je crois que peu de gens connaissent cette entité. Et si vous pouviez mettre en avant un petit peu cette question de la mémoire dans vos préconisations, c'est avec grand plaisir. Voilà, parce que je pense que c'est un... Alors, effectivement, hein, ce qui va se passer là, c'est très important. Les actions, hein, quand on parle, vous voyez, les camions qui vont... C'est du concret, quoi. Nous, on ne parle pas vraiment de choses concrètes. Mais en tout cas, derrière le sujet de la mémoire, il se pose beaucoup de choses, vous voyez. Et vraiment, de remettre ce sujet, ça serait important. Et puis, de réapproprier le sujet à la population. Vraiment. Voilà mes attentes. Après... Oui, mais j'en ai parlé avec Pascal. Encore, oui. Je le fais. Laquelle de BD? Vous voyez? Non, mais c'est super, en fait, parce que... Alors, c'est une bande dessinée que nous avons coécrite hein, avec tous les... Du coup, j'explique. Bon. C'est une BD que nous avons coécrite avec le groupe Mémoire, donc plusieurs personnes. On a travaillé quasi 2 ans hein, sur ça, il me semble. Hein. Quasi 2 ans. Et en fait, l'histoire de cette BD est comment transmettre la mémoire du site. Et ça s'appelle une mémoire oubliée. Il y a un double sens parce que c'est si on oublie, est-ce qu'on laisse quelque chose de risqué à nos générations futures ou alors est-ce que c'est pas mieux d'oublier pour ne pas aller voir? Voilà. Ah, parce que la question de la mémoire, il y a un gros problème, c'est l'interprétation qu'on fera de ce qu'on va laisser. Ça, personne n'y a répondu. On ne pourra pas y répondre. On a cherché pendant longtemps. Le groupe Mémoire et pas que nous, parce que nous, on est citoyens avec nos parcours différents. Mais il y a des spécialistes qui se sont posés cette question. Des gens qui travaillent sur la sémantique, sur la transmission, sur les documents matériaux, les matériaux pierre, papier, ce que vous voulez, sur la transmission orale, sur les pictogrammes. Enfin, il y a une myriade de propositions, de possibilités. Ça, on ne va pas y répondre. Et d'ailleurs, je crois que ce n'est pas le but, parce qu'une mémoire, elle est vivante. Elle se meut à travers les générations. Et surtout, les générations, les cultures changent. Donc tout ça, on ne va pas avoir cette prétention. Nous, on a la prétention de passer un relais de génération en génération. Et cette BD est un premier relais. Donc, Pascal, apparemment, va vous envoyer à tous cette bande dessinée qui résume le sujet de la mémoire sur le site de l'Andra. Et l'histoire se passe à Bure, sur le site de l'Andra. Et donc, du coup, si on peut aussi en communiquer une aux personnes ultra concernées, ça me ferait plaisir, Pascal. Qui veut poursuivre sur la question de est-ce que vous avez des attentes, c'est-à-dire est-ce que vous avez des points à mettre en haut de la pile des priorités de la réflexion des citoyens? Effectivement, à la table à laquelle je me trouvais, il a été dit que Bure n'était pas connu au niveau national, et je crois que c'est vrai. Autant nous ici, par exemple, on a entendu parler de Notre-Dame-des-Landes, autant les gens du coin de Notre-Dame-des-Landes que je connais n'ont pas entendu parler de Bure. Et ce que j'espère un peu, c'est que vous tous, vous serez un peu les porte-parole de ce qui se passe ici, chez vous. Merci beaucoup, Monsieur Gaillardin. Qui veut prendre le relais? Je ne sais pas qui je donne. Pas d'attente particulière? Oui, vous avez le droit. Hein. C'était. Vous partagez ce qu'a dit M. Gaillardin. Un grand merci encore à vous, parce qu'il fait quand même un samedi matin superbe. Il y a un marché qui regorge de fraises, on m'a dit, à Saint-Dizier, et vous êtes venus passer samedi avec nous, et ça, c'est vraiment très sympa. Mais est-ce qu'il y a une dernière question, un dernier commentaire, une remarque que vous avez envie de partager avec nos intervenants du matin? Je m'adresse aux citoyens. Oui, Cynthia. Bon, on est tout à fait approximatif sur les règles Covid. Je suis désolée avec les micros, c'est un peu approximatif, mais normalement très peu dangereux, je vous rassure. Moi, j'ai une question générale. On a une session 3 où il y a des intervenants qui vont venir. On est censé demander des intervenants. Est-ce que vous auriez des noms des personnes qu'on n'aurait pas forcément vues ou pas pensées, qui auraient des visions
des horizons de voir autres que les vôtres, autres que les personnes qu'on a rencontrées, peut-être des personnes qui sont vraiment au cœur même de tout ça. Enfin voilà, on aurait voulu peut-être des avis peut-être aussi contraires que de ce projet, sans forcément rentrer dans une polémique ou quoi que ce soit. Mais voilà, est-ce que vous aviez des noms à nous communiquer pour qu'on puisse avoir... Voilà. Merci Cynthia de cette question très, très directe. Aussi, c'est bien, ça amène des réponses directes aussi. Tiffany, ça vous inspire? Oui, ce qui m'inspire, c'est les opinions contraires. Du coup, vous voulez voir des gens... Ah oui, c'est vrai. Quand vous dites des opinions contraires, parce que vous pensez, parce que nos opinions étaient pour, je comprends pas des opinions contraires. Jusqu'ici, on a eu beaucoup de sens positifs, favorables, et on n'a pas forcément eu d'arguments prouvant qu'on pourrait avoir de doutes ou de dire non. De dire non au projet? Mais nous, c'était pas du tout notre sujet. Enfin, moi, le mien. Peut-être, oui. Mais le problème, c'est qu'on va vous communiquer des noms, mais vous allez récolter des noms de la part de ceux qu'on va vous citer. C'est ça le risque. Je vous ai pas... Oui, je crois, oui. Enfin, ça... Mais des personnes qui pourraient vous apporter un éclairage différent, et voire même totalement contraire, il en existe, c'est sûr. Elles ont, pour la plupart, pris la décision de ne pas participer à cette concertation comme à d'autres, comme aux débats publics qui ont eu lieu. Après, individuellement, on peut sans doute trouver des personnes. Je pense, par exemple, après, je vais me faire taper dessus, à Bertrand Thuillier, qui est un scientifique qui a... Alors, il n'est pas localement, il habite pas local, mais il a une maison, je crois, en Haute-Marne, il me semble. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les documents de l'ANDRA, avec un regard très critique. C'est avec cette personne-là qu'on avait fait un débat sur la sûreté avec M. Boissier de l'ANDRA. Donc voilà, typiquement une personne qui vous apportera très certainement une controverse sur le sujet. Et peut-être que lui individuellement, parce que je crois... il ne me semble pas qu'il soit rattaché directement à une association ou à une ONG, etc. Il pourrait dire oui. Et puis sinon, en termes plus de spécialiste de la chose, c'est ce que je disais quand j'étais à la table là, c'était éventuellement d'essayer de contacter un responsable de la NAGRA suisse, c'est-à-dire la NAGRA suisse, c'est l'équivalent de l'ANDRA, puisque le concept suisse de stockage prévoit, avant toute exploitation grandeur réelle, un prototype avec un volume réduit de déchets. Donc ça, sur les aspects techniques, si vous voulez, ou sur les questions qu'il faut se poser concernant la phase pilote, ce que ça doit comporter, ce serait peut-être intéressant d'avoir cette vision-là, qui est peut-être un peu différente de celle de l'ANDRA. Voilà. Mais sinon, individuel, enfin des personnes qui pourraient vous apporter un peu de contradiction. Madame Brévent m'a dit qu'elle avait contacté Monsieur Laponche, par exemple, Monsieur de FNE, là, je ne sais plus son nom, enfin bref. Apparemment, eux étaient prêts à venir, leur association n'a pas souhaité qu'ils interviennent, c'est ça? C'est dommage, ça c'est très dommage. Nous, pareil, au CLIS, on a des opposants qui connaissent bien le sujet, mais on en a discuté lors d'un conseil d'administration et ils n'ont pas voulu, voilà, c'est tout. Déjà, merci beaucoup à vous pour vos réactions. Et si je peux me permettre juste de réagir sur un point, parce qu'il y a autre chose que tu as dit, Cynthia, dans ta question, c'est des gens qui sont au cœur du sujet. Ce que je trouve aussi intéressant, et si je peux me permettre de raisonner par une analogie pour d'autres conférences de citoyens que j'ai pu animer, ça peut être aussi d'aller chercher des gens qui ne sont pas simplement des experts pour ou contre, mais aussi des personnes ressources, des porteurs d'expérience, des acteurs, comme là où on a eu des acteurs du territoire, mais peut-être d'autres types d'acteurs du territoire qui ont un vécu spécifique, particulier. J'ai travaillé sur des controverses sur des questions de santé, où une des demandes d'audition des citoyens, c'était pas uniquement d'avoir des experts pour ou contre, ils en avaient eu, pas forcément tous ceux qu'ils avaient envie d'avoir, il y a toujours cette frustration, c'est inhérent au processus, mais ils ont dit, tiens, on aimerait savoir comment des personnes qui ont vécu ces problèmes-là de santé, en question, c'était une polémique sur la question du dépistage du cancer du sein, donc c'est pas tout à fait le même sujet, auraient réagi s'ils avaient été informés de la polémique.
comment ces patients... Enfin, je veux dire, c'est aussi intéressant de se dire qu'il y a d'autres manières de raisonner que par une expertise extrêmement polarisée pour ou contre. Ça me permet juste de porter ça à vos décisions. Donc, du coup, je me permets de relancer, c'est la dernière fois la question, est-ce que pour vous, il y a finalement des types d'expériences ou de manières de voir le territoire, au-delà de ce que vous avez pu représenter, qui est déjà une belle diversité, qui pourrait être intéressant d'inviter à témoigner finalement? Alors, moi, je ne pensais pas forcément au territoire, mais je pensais plutôt à des personnes qui ont finalement une vision un peu globale, qui ne s'affichent pas pour, qui ne s'affichent pas contre, mais qui ont entendu tous les points de vue qui ont pu s'exprimer. Et je sais que vous rencontrez Michel Badré, et je pense que typiquement, ça, c'est une personne qui vous permettra d'avoir, un peu comme le CLIS en principe, qui peut vous donner tous les points de vue qui s'expriment sur le sujet. Donc, vous avez vu M. Mercadal, je crois ? Donc, c'est pareil, c'est ce genre de personnes qui ont organisé soit un débat public, soit une concertation, et qui ont entendu tous les acteurs qui s'expriment sur ce sujet. Ils sont aussi très bien placés, finalement, pour faire valoir tous les points de vue, sans prendre position eux-mêmes. Il me reste à vous remercier pour votre présence. Effectivement, un samedi matin, c'est pas évident. Et puis pour l'intérêt que vous avez apporté à cette conférence de citoyens et ce que vous avez apporté vous-même, évidemment, à la réflexion. Alors, si des idées vous viennent effectivement sur des possibilités d'intervenants qui accepteraient de participer, ben, faites-le nous savoir. Évidemment, on communiquera leur nom aux citoyens. C'est les membres du panel qui désignent les experts qui veulent entendre. Ce n'est pas le comité de pilotage. Nous, on peut effectivement leur suggérer des noms. J'avais effectivement déjà pensé à l'expert suisse, là, qui me paraît intéressant, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un regard étranger sur une autre expérience, mais il peut y en avoir bien d'autres. Donc évidemment, si vous avez des idées, et même si j'étais très intéressée par ce que vous disiez, madame, sur la mémoire, si effectivement vous-même ou quelqu'un d'autre souhaitait intervenir sur cette question, qui est une question tout à fait fondamentale. Enfin, c'est pas une question marginale, hein, c'est une question très très frontale sur ce problème. Eh bien, je pense peut-être que les citoyens seraient intéressés à entendre quelque chose de tous ensemble, puisque là, malheureusement, on n'a pas pu faire 5 interventions successives. Voilà, ça pourrait être tout à fait intéressant. Parce que la problématique, c'est la question de départ que vous avez, si j'ai bien compris, c'est comment donner confiance au territoire. Je ne sais plus comment c'est formulé. La confiance pour un démarrage. Voilà. Oui. Au territoire national. Oui, c'est. Il y a local et national, parce que il y a les deux aspects. On voit bien qu'il y a d'abord du très court terme. Dans tout ce que vous avez dit, il y a vraiment du court terme, relativement court, parce que le court terme dans l'endroit, ça n'a pas tout à fait la même signification que le court terme ailleurs, hein. C'est effectivement la phase travaux, c'est du relativement court terme. Et là, on voit bien que c'est tout de suite. Et puis ensuite, il y a la phase d'exploitation. Et puis ensuite, il y a la phase ultérieure. Donc on est vraiment dans des distances temps qui sont extrêmement différentes. Je posais cette question parce que quand je vois tous les intervenants, il n'y a pas comme vous êtes des citoyens tirés au sort, il n'y a pas de citoyens tirés au sort du territoire. C'est dommage. Parce qu'il y a quand même des gens qui n'ont jamais visité l'endroit, pas parce qu'ils s'en moquent, mais parce que c'est comme ça, on ne s'intéresse pas toujours à tout ce qui se passe autour de nous. Je pense que dans les villages, il y a des gens qui n'ont pas spécialement d'avis, mais ça serait très intéressant d'échanger avec eux, un peu à la même manière que vous avez fait tirer 17 personnes en France, tirer 10 personnes sur le territoire au hasard. Vous êtes d'accord pour venir échanger? Et là, il y aurait peut-être des choses intéressantes pour vous. Alors, le tirage au sort n'a pas éliminé les personnes du territoire, rassurez-vous, hein. Donc, voilà, donc ça ne les a pas du tout éliminées, simplement, il n'y en a pas qui sont sortis. Voilà. Il ne fallait pas mettre des personnes là dans ce groupe, mais aller chercher des personnes sur le territoire pour échanger avec eux dans le même principe que vous faites. Pour vous, comme vous recherchez des gens très variés, je pense que... Ça peut être une suggestion pour la dernière séance. On peut essayer de faire un tirage au sort de 2 ou 3 personnes qui viendraient, si le panel accepte, et qui viendraient témoigner. Ça pourrait être évidemment intéressant. On trouvera bien 3 ou 4 personnes, c'est ça que vous voulez dire? Des volontaires désignés d'office, c'est un peu ça, non? Ah bah, de toute façon, c'est pas obligatoire. On n'est pas dans un juré d'assises. Ça peut être intéressant.
Tout à fait. C'est une très bonne suggestion. Une très bonne suggestion. Vous avez du travail à libérer. Je pense qu'il faut. Pluraliste possible. Et on sait que ce projet est systémique, c'est-à-dire qu'il touche aussi bien la population que l'économie, que le politique, que la citoyenneté. Voilà. Et donc, du coup, plus il y aura une pluralité d'intervenants, plus notre avis sera contrasté et peut-être intelligent, peut-être. Voilà le mot de la fin. Merci beaucoup, Sylvie. Et on vous remercie encore infiniment. Je pense qu'on peut vous applaudir d'être venu passer cette matinée avec nous et vous tenir au courant, bien sûr, des suites de cet avis. Ça s'appelle la vie de la cité. Voilà. Merci beaucoup à vous et très bon samedi.